Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau numéro du Dreamcast Show, le deuxième en une semaine. On ne s'arrête plus et je suis extrêmement content de vous retrouver déjà parce qu'il y a eu un petit événement il n'y a pas longtemps. Je crois que si vous êtes passé à côté, les Knicks sont champions NBA. Donc déjà ça me rend heureux. Mais surtout, quelque chose qui me rend peut-être encore plus heureux, c'est que c'est la période de draft. Et que donc, aujourd'hui, on va parler de la draft 2026 avec Azad. C'est un peu le premier vrai podcast qu'on fait là-dessus. Et donc, on va s'attaquer au top 3, le fameux top 3, Cameron Boozer, Darren Peterson et AJ Dibonsa. Comment est-ce qu'on les classe ? Qui est-ce qu'on sélectionnerait en premier ? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, installez-vous très bien et bienvenue à tous. Et bienvenue. Alors c'est pas un prospect, c'est pas vraiment un prospect. C'est plutôt, c'est mon ami, c'est Azad, tout simplement. Azad, comment ça va ? Le jour où on va pouvoir recevoir des prospects dans le podcast, il n'est pas encore arrivé. Pas encore. Peut-être qu'il arrivera un jour. Peut-être qu'un jour on essaiera d'avoir des anciens prospects, même qui sont devenus des joueurs de basket. C'est vrai que ça, on s'est pas trop posé la question de si on allait interviewer des gens ou inviter des gens cet été, mais c'est vrai que si on peut essayer d'inviter des gens du basket, ça pourrait être chouette aussi. Mais pour l'instant, ce n'est que moi. Et j'espère que ça suffira à ton bonheur pour ce podcast. Oh bah tu sais, moi je suis un homme simple, je suis un homme très très simple. Donc évidemment que ça me suffit. D'autant plus que je sais pas si t'es au courant, mais les Knicks sont champions NBA. Mais je suis d'autant plus au courant que j'en suis ravi. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir faire des t-shirts. Et ça c'est encore, tu vois, une nouvelle couche de bonheur dans mon oignon estival. Un bel oignon estival. D'ailleurs, on n'est pas encore décidé du design. On peut le Non. dire aussi. Donc, si des gens ont des petites idées, n'hésitez pas à nous en faire part. On a des idées, on a plein d'idées, mais on a peut-être trop d'idées, justement. Ouais. Donc, on a du mal à se décider, tout simplement, Ouais. tout bonnement. Mais est-ce que trop d'idées, c'est pas un peu la définition de ta manière finalement d'évoluer, quoi? Est-ce que t'es pas Baptiste et ton nom de famille, ce serait trop d'idées, tu vois? Est-ce que ce serait pas un truc? Ouais, ouais. Est-ce Mais que j'aurais pas l'avantage, un trouble de l'attention, c'est ça que tu veux un dire ? trouble de l'attention, mais bon, d'un autre côté, sans ça, il y aurait beaucoup d'épisodes et beaucoup de vidéos qui seraient jamais sorties, donc bon, difficile de t'en vouloir. C'est le côté positif, on va dire. Mhm. C'est le côté positif. Et après, tu vois, il faut le feu et il faut la glace pour calmer les idées. Oh Et waouh. calmer les idées un peu parfois, dire qu'il y a des idées de merde aussi parfois, tu vois. Donc c'est Et moi tout la ça, glace, c'est ça? bah franchement, si on devait Franchement, définir, ce serait un ouais. peu ça, non ? Oui, ok, je te l'accorde. Eh bien, écoute, sur ce Song of Ice and Fire, Oh là 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 là. il est temps de passer au prospect de feu, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. À moins que tu aies quelque chose à rajouter avant qu'on commence. Bah non, mais je trouvais ça bien dans cet épisode de se dire, bah, j'ai l'impression qu'il y a à peu près un consensus sur le top 3 et Mhm. qui doivent être les trois joueurs sélectionnés dans les trois premières positions de la draft. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de consensus sur qui devrait être le premier. Du coup, je me dis, c'est bien de pouvoir un peu adresser les trois, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce que les chiffres disent aussi. Et un petit peu essayer de voir bah, qui, selon nous, serait quel serait le classement selon nous, quoi. Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que je pensais. Alors, déjà, je suis un peu déçu parce que bah, j'adore la draft et tu vois, on n'a pas pu couvrir autant de prospects que j'aurais aimé, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est parce qu'il y avait. Bah, il y a On les a eu des playoffs, super quoi. playoffs. On a eu des super playoffs en plus. Donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais tu vois, ce top 3, je l'ai quand même bien vu.
Et j'ai vu quand même aussi un peu d'autres joueurs. Et il y a un truc que je pensais pas, c'est je pensais que je serais en désaccord avec au moins un ou peut-être deux joueurs du top 3. Ouais. Et plus le temps passe, plus j'ai du mal à avoir quelqu'un d'autre dans ce top 3. Peut-être Hmm. que j'en ai un, peut-être que j'en ai un, mais peut-être qu'on pourra en reparler. Non, ça peut être pas mal à la limite de dire les noms de ceux qu'on n'a pas pris pour le top 3, mais Hmm. qui nous ont, qui t'ont surtout, toi, effleuré en tout cas, effleuré un peu l'idée. Bah, il y en a un qui m'a effleuré l'idée parce que quand tu le découvres et que tu vois que le positif, il y a énormément de positifs, c'est Caleb Wilson. Ouais. Mais au final, je pense que je suis même plutôt bas sur Caleb Wilson en termes Ouais. d'évaluation de prospect parce que au bout d'un moment, il y a tellement de choses à retravailler Ouais. que j'ai du mal à. En fait, quand tu as une approche un peu, on va dire, Holistique. probabiliste, Ah, ouais, voilà, c'est se dire, c'est. Enfin, la probabilité pour que tout se passe bien avec Caleb Wilson, hmm, qui travaille tout ce qu'il a à travailler, elle est assez faible. Euh, hmm. donc ça m'a un peu effleuré. Après, l'autre qui, pour moi, complète un peu le top 4, du coup, et on peut en parler de la place ou quoi, mais je pense que ça reste Michael Brown Junior Ouais. pour, d'ailleurs, quelque chose qui peut lancer un peu l'épisode, mais pour quelque part une simple théorie du profil. Mais on parle d'un porteur de balle, qui est un super athlète, qui est grand, qui est un des meilleurs passeurs en termes de flash, tu vois, vraiment de passes impressionnantes de la draft. Je pense que c'est d'assez loin lui qui fait les meilleures passes. Hmm. Le problème, c'est peut-être plus la quantité que la qualité, tu vois. Et en plus, il y a ce côté, bon, bah, le toucher de balle, le shoot, etc. Donc, forcément, quand tu as un joueur comme ça, j'ai envie de dire, la théorie du profil et la qualité des flashs fait que le potentiel est très élevé. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que il n'y a aucun du top 3 en fait qui m'a déçu. Et je trouve que le top 3 annoncé est vraiment très fort en fait. Ouais. Bah, ils sont. En fait, je trouve qu'ils le sont, et surtout en attaque, de manière générale. Mais parce qu'aussi, il y a des profils physiques, soit très atypiques, soit des touchés qui dépassent l'entendement. Et t'as quand même une grosse partie de, ils ont des qualités techniques et physiques qui permettent aussi bah, d'avoir un peu du rêve quoi quand tu les vois jouer et te projeter un peu sur ce que ça peut devenir. Et le niveau de performance, surtout bah, en NCAA, il était quand même impressionnant les moments où en fait il y a des possessions qui tournent autour d'eux et qui sont un peu pas les maîtres du jeu, mais qui sont vraiment les créateurs primaires. Tu vois encore plus où est-ce que ça peut aller. Et je trouve il y a quand même une différence entre ces trois-là et les autres que j'ai vus, où c'était vraiment, j'ai eu plus l'impression de voir des flashs. Et j'ai aussi parfois eu l'impression que bah, c'est des profils physiques qui restent quand même parfois assez petits parce qu'il y a quand même beaucoup de porteurs de balles dans cette cuvée. Hmm, Et c'est hmm. avec l'avantage du top 3 dont on va discuter, c'est que physiquement, tu sais que ce sera presque. Bah ouais, ce sera pas vraiment des cibles physiques en tout cas. Ils ont quand même des atouts qui sont vraiment dingues physiquement. Peut-être que finalement le plus grand sera celui qui peut être le plus une cible parce que rigidité. Mais bon, ça, on parlera de Robocop un peu plus tard dans l'épisode. Mais du coup, moi, je me posais la question, est-ce que genre dans 5 ans, on va pas se dire, mais Anemara, et genre il aurait dû être genre top 3 ou top 5. Est-ce que le nom Ademara est sorti au hasard ou pas? Non, il est pas sorti à ça. C'est possible. Après, du coup, pour parler un peu Pour moi, de c'est le Mara. most likely. Genre, pour moi, c'est vraiment. Je me dis, bon, si Ah on ouais? avait. Bah, en fait, plus par le fait que ce soit le profil parfait pour le basket. Enfin, tu vois, pour un profil Hmm. intérieur, quoi. Hmm. Et pour la défense. Parce que Oui, oui, pour la potentiellement, t'as défense un et pour gars qui est le côté stretch, quoi. stretch dans le sens les passes, etc., etc., et qui peut apporter de la valeur en attaque aussi. Bah, ouais, et puis je pense que tu peux. De ce que j'ai vu avec le toucher qu'il peut avoir, je pense que
Bah, je veux dire, c'est pas parce que les joueurs sont pas forcément des shooters à 3 points avant leur draft qu'ils Oui, le seront jamais. Et je sais pas, surtout j'ai un vraiment big. eu l'impression qu'il y avait qu'en attaque, il y avait vraiment un potentiel pour en faire quelque chose aussi qui soit plutôt moderne et que bah, de l'autre côté, dans tous les cas, tu auras quand même la protection de cercle avec la taille et l'envergure qu'il a qui peuvent être géniales, quoi. Donc bon, c'était un peu l'idée, est-ce que je me dis, est-ce qu'il y en a un qui pourrait être aussi peut-être pas dans un Bah, profil de porteur de balle, mais un autre profil qui puisse un peu se dire, ah bah en fait, peut-être que le top 3 il était différent, quoi. bah, en fait, je pense que effectivement, je pense qu'il y a il y a un niveau attendu qui va être assez haut avec Mara, potentiel qui est potentiellement assez élevé. Mais je pense que tu n'auras jamais un créateur offensif. Du coup, ça fait que je pense Mm. qu'on se dira jamais que lui il devait partir top Ouais. 1. Ou alors je mange mon chapeau et je mange toute ma collection de chapeaux. Euh, mais c'est vrai que c'est probable qu'on se dise, bah, en fait, c'était lui le numéro 4 ou le numéro 5 de cette draft, quoi, quand tu fais une redraft dans quelques années. Mm. Mais oui, c'est possible. Après, moi, la question que je me pose, et c'est peut-être justement le sujet d'un autre podcast, c'est parmi tous ces porteurs de balles, le... il y a quand même une proba qu'il y en ait un qui explose un peu, quoi. Et, ou qui explose carrément et qui devienne un vrai initiateur de jeu, porteur de balle principal aussi en NBA. Et lequel ce sera, ça c'est peut-être une autre question, quoi. Mais oui, je pense que sur le cas Mara, je pense que dans une redraft, il y a des chances qu'il soit très haut aussi, quoi. Ouais, bah c'était un peu. Surtout si, en fait, on est en train. Je trouve que ces playoffs, peut-être qu'elles ont montré, ou un peu plus imprimé dans l'esprit des gens, que bah, la protection de cercle, si c'est pas le truc le plus important au basket, c'est le deuxième truc le plus important au basket après la création offensive. Et du coup, on a quand même un joueur qui a l'air équipé pour ça. Et bah, sur l'aspect offensif, en fait, bon, j'ai parlé de stretch dans le sens où moi j'avais la sensation quand j'avais vu jouer qu'il avait dû toucher. Je vois qu'il était à 70% en lancer franc cette année. Donc on sera pas sur un niveau, on sera pas sur un joueur de 5 out. Mais je pense que tu as quand même, même dans sa capacité de lecture, un joueur qui peut ne pas Hmm. être un plot offensif et du coup avec lequel tu peux tout simplement jouer et pas perdre en attaque ce que tu gagneras en défense sa protection de cercle, quoi. Mais bon, Ouais. à voir comment ça peut évoluer, parce que d'un autre côté, ça peut être aussi un profil, si tu l'encadres mal, qui peut peut-être être inutilisable, quoi. Là où les trois autres, t'as un Oui. peu l'impression que tu les jettes. Et je pense que c'est ça aussi qui fait peut-être la différence avec le reste de la draft. Je trouve que le top 3 tu les jettes un peu n'importe où. Et ça sera déjà un peu les top dogs de leur équipe. Et tu sais que tu pourras les utiliser. Alors, pas tous sans ballon aussi facilement que ça puisse paraître. Je pense que là, ils sont pas tous aussi équipés pour jouer sans ballon. Mais il y en a au moins un qui va être génialissime sans ballon, voire deux. Ouais. Et je voulais dire quelque chose. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit comme phrase? T'as dit euh, tac Par tac rapport à tac. quoi? Juste là, tes deux dernières phrases. Je ne sais plus, mais c'est pas Bah, grave. qu'il pouvait jouer off-ball et que ça Oui. allait être dans tous les cas un des meilleurs joueurs qui serait dans leur équipe au moment où Ouais. ils vont être draftés. Et oui, oui, c'est ça que je veux dire. Et je pense que y a aussi un phénomène peut-être un peu bizarre, mais vu qu'ils vont être draftés top 3 ou top 4, on va dire, on va leur donner aussi des. Je pense qu'ils vont s'imposer peut-être Hmm. naturellement, mais aussi parce que va y avoir l'envie quand tu les drafts de leur donner énormément de responsabilités. Et tu vois, aujourd'hui, si tu fais un truc à l'aveugle, bon, est-ce que tu as vraiment envie de donner autant de volume à Paolo Banchero ou est-ce que Hmm. tu donnes beaucoup de volume parce que tu l'as drafté très haut? Je sais pas. Hmm. Peut-être que ça joue un petit peu, donc forcément que je pense que c'est des joueurs qui ont toute leur vie eu des volumes de responsabilité énormes parce qu'ils ont ultra dominé leur niveau de compétition aussi. Et je pense que du coup, peu importe qui les draft, on continuera à avoir ça, comme tu dis, là où hein, à peu près tous les autres, hein, des Ademara
ou tous les autres porteurs de balles, ou même Caleb Wilson. Je pense qu'il y a besoin d'un contexte un peu plus fait pour eux, pour qu'ils fit bien, où le Hmm. contexte joue et le contexte est important. Mais du coup, parlons du joueur. J'ai envie de commencer avec lui. Un joueur qui avait énormément de responsabilités, qui avait combien de pourcents d'usage? Je ne trouve plus. 33,5% d'usage, qui est annoncé comme, de ce que je vois dans les mocks, le plus probable pour être le first pick. Ah ouais, Est-ce qu'on est moi d'accord j'arrive pas à avec voir ça? c'est qui. Moi, bah, alors pour le coup, j'arrive pas à voir dans les mocks qui est annoncé comme. J'arrive pas à voir un truc clair qui se dégage. Et bah, du coup, moi j'ai ce ressentiment qui est peut-être basé sur pas grand-chose. Hmm. Mais, ou peut-être parce que lui a dit en interview que il allait bien aller à Washington. C'est AJ Dibonsa. Et le premier truc qui me vient avec. Enfin, pour faire un peu le profil très rapidement, parce que là, on va pas tout détailler, mais Hmm. on a déjà fait une vidéo dessus. On en fera peut-être après la draft aussi des articles, etc. Mais comme ce qu'il faut dire avec AJ Dibonsa, les grandes lignes, c'est qu'on a un ailier de 6-8 qui est assez grand, 6-8 et demi, 7 pieds d'envergure, donc on a les mensurations parfaites, qui a eu énormément de responsabilités, 33,5% d'usage, et pour moi c'est un peu pas une surprise, mais qui a été assez efficace. 60 de true shooting, donc 1,20 points par tir, ça c'est intéressant. Mais maintenant, pour moi, le premier truc qui me vient avec AJ Dibonsa, c'est que on a affaire à un driver, je pense, plus qu'autre chose, quoi. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que le driver, de par ses outils physiques et son savoir-faire aussi, est vraiment, vraiment très, très, très impressionnant, quoi. Bah, bah, je pense que c'est de le voir jouer, c'est le drive et la capacité à aller sur la ligne de manière répétée, mais c'est aussi les changements d'angle alors qu'il a des appuis qui arrivent hyper haut. Et il y a un peu ce truc-là de la vitesse à laquelle il peut changer parfois d'angle et de dynamique un peu de drive, mais du coup, c'est démultiplié par la longueur de ses appuis qui fait qu'il a changé d'angle, mais qu'il est déjà presque un pas derrière. Et que du coup, bah, il y a vraiment des moments où il y a des drives, moi, qui m'ont interloqué, quoi. Parce que du coup, après, peut-être qu'aussi c'était des mauvais défenseurs, et c'est tout le problème d'un mec qui joue contre du college, et tu sais pas s'il a vraiment enrhumé un défenseur ou un plot. Et il y a aussi l'idée que, à quel point, quand il arrivera en NBA, ces différences vont être possibles, enfin, ça va être possible de les faire s'il n'est pas respecté à 3 points. Parce que j'avais un peu l'impression que tant qu'il était défendu de manière assez ardue à la ligne à 3 points, bah en fait, lui, ça le régale parce que du coup, il est Euh, capable de prendre des temps d'avance. Je me dis, sur des pick and roll, tu vois, si les mecs ils commencent à passer en dessous, bon, il a ce truc-là de. Il peut peut-être un peu snake de pick and roll et du coup arriver un peu à changer d'angle et tout. Mais, enfin, tu vois, par exemple, je pense à un gars comme Yanis. Yanis qui a une grosse force de drive. Enfin, il faut vraiment avoir une très très grosse force de drive pour arriver à quand même driver quand les joueurs passent sous les écrans, quoi. Et du coup, je pense que ce sera pas un driver à la Yanis parce que du coup, c'est pas le même profil physique, mais il y a un peu l'idée de comment hmm. tu restes, comment tu continues à être un des meilleurs drivers NBA quand que tu n'as pas de pull-up. En tout cas, moi j'ai pas vu hein, pour l'instant, donc peut-être qu'il est caché quelque part, mais en tout cas, faudrait qu'il vienne avec à la draft parce que je pense que ça pourrait lui servir. Et parce qu'en gros, moi quand je vois des drivers qui n'ont pas de pull-up et qui sont quand même genre incroyables sur drive, bah je pense à Zion et à Yanis. Bon bah voilà, Et là, on parle c'est- d'athlètes qui sont des one of one, quoi. ah ouais, ouais, bah ouais. Pour moi, tu vois, dans les profils physiques, pour moi, c'est des équivalents de Wemby, juste sur une autre dimension, tu vois.
Wemby, c'est Oui. l'envergure slash agilité, mobilité. Bah, eux, c'est l'équivalent, mais dans d'autres domaines qui permettent de faire d'autres choses. Mais sur le drive, c'est juste lunaire, les mecs, ce qu'ils sont capables de faire. Et je sais pas. En fait, le problème, c'est que genre Yanis, je l'ai pas scouté parce que je regardais pas du basket de deuxième division grecque. Et Zion, je l'ai pas scouté parce que de toute façon, je regardais même pas de NCAA à l'époque. Donc, tu vois, j'ai pas un peu le recul sur à quel point, genre, eux, ça se voyait qu'ils allaient pouvoir driver à volonté malgré qu'ils aient pas de shoot. Et du coup, j'ai du mal un petit peu à savoir à quel point ça va être un blocage ou pas pour notre ami Dibonsa. Bah, le truc qui est pour moi intéressant, tu vois, dans le profil physique, il y a vraiment pour moi un truc qui est fondamental avec Dimansa, c'est que c'est un athlète qui est beaucoup plus proche du sol et horizontal que vertical. Dans le sens où c'est, comme tu dis, il a un côté un peu chamallow, où t'as un peu ce côté où t'as l'impression qu'il peut se plier et se baisser à volonté avec son corps. Et c'est, pour moi, en fait, quand je l'ai vu, le premier joueur auquel j'ai pensé, c'est dans le style, hein, dans le Hmm. style, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Sur le côté, non mais, tu vois, en Non, mais fait, c'est un... alors, j'explique pourquoi je rigole. C'est parce que parfois, les trucs que je vois, c'est genre sa player comparison avec Divansa, c'est Jalen Brown. Et je suis là, genre, est-ce que quelqu'un a déjà vu Jalen Brown jouer? Ouais, ou driver, quoi. Alors que je trouve que oui, il y a un truc de SGA jeune en plus. Un peu ce Ouais, truc désarticulé, mais du coup qui passe un peu partout. et surtout qui est très proche du sol, très horizontal, qui va créer beaucoup de bumps et tu vois, se créer son mi-distance, qui va finir, mais qui a aussi beaucoup de mal à démarrer verticalement en fin de drive en fait. En fait, là où c'est impressionnant, c'est sur sa capacité à baisser son centre de gravité pour sa taille et créer des séparations comme ça. Et aussi Mm. là où c'est impressionnant, c'est que il a des foulées qui sont tellement immenses que bah parfois il me fait penser aussi à Wemby en un sens où Mm. sur le côté, enfin plus petit évidemment, mais sur le côté où tu te dis que l'action est finie parce que il a arrêté son dribble Ouais, et finalement, bah en fait, il fait une feinte de shoot, le défenseur donne ses appuis, et lui, il a besoin que d'un pas pour passer de la ligne des lancers francs à un lay-up, et ouais, ça ouais. devient tout de suite très très impressionnant. Donc voilà, pour moi, c'est un peu plus là-dedans, et le problème, c'est que bah, SGA, c'est aussi un des meilleurs handles de NBA, et Dibansa, pour le coup, je trouve qu'il pâtit un peu aussi de sa taille là-dessus, Mm. et aussi une limite un peu technique à l'heure actuelle, c'est que son handle est méga haut aussi par moment, même s'il arrive à bien baisser son... Même si physiquement, il peut baisser son centre de gravité, plier ses genoux, se désarticuler, bah techniquement, il y a quand même beaucoup de fois où juste la balle rebondit très haut et il perd la balle. Mm. Et du coup, bah, ça fait que forcément pour moi, en plus quand tu combines à ça au manque de shoot, surtout à 3 points, tu vois, pour moi, le jump shot, il me fait penser, tu sais à qui il me fait penser? À Josh Vas-y, Hart. j'écoute. Qui? À Josh Hart. Dans le sens, genre, on dirait qu'il balance un caillou dans la mer? Ouais, et dans le sens, il est penché, mais enfin, c'est plus penché qu'il est, c'est une oblique, quoi. Enfin bon, du coup, tu vois, il y a vraiment ce côté où je sais pas, surtout que déjà là, on a un bon historique de shoot avec Libanza parce qu'il est suivi depuis longtemps. Mm. Le shoot à 3 points a toujours été moyen, et c'est la ligne NCAA, et sur une mécanique comme ça, où déjà sur la ligne NCAA, il a du mal à étendre sa mécanique jusqu'à la ligne à 3 points Mm. parce qu'il y a ce petit fade quand il tire sur les 3 points. Mm, mm, mm. Bah, finalement, ça me laisse un peu perplexe, sachant que du coup t'as un scoring qui est un peu unidimensionnel. Et comme tu l'as très bien dit, je pense que c'est pas Zion ou Yanis non plus. Enfin, je veux dire, Zion, des souvenirs que j'en ai, j'étais très jeune et sans doute très incompétent, mais je veux dire, c'était assez gros comme le nez au milieu du visage et non pas du village, que, que Zion était un athlète. Ça allait passer quoi.
ça allait passer, tu vois. C'est comme en un sens, Amen Thompson et Osar Thompson, ils jouaient à la OTE qui passait sur Prime Video, on pouvait voir les matchs, mais c'était le niveau de compétition, c'était à peu près toi et moi, quoi. Mais bon, ça se voyait que athlétiquement, ça allait passer en NBA, quoi. Ok. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Là où peut-être il y a un peu plus de doute aussi sur... un peu plus de doute sur Dimonsa, mais d'un autre côté, il y a quand même... Moi, j'ai vu aussi une progression. Parce que j'avoue que les premiers trucs que j'avais regardés en début de saison, j'étais là genre... Aïe, aïe, aïe. C'est ça. C'est donc ça dont on me parle depuis tant d'années, l'élu de Boston, parce qu'il vient de... Il vient du Massachusetts ou du Maine? Je sais plus. Bon, il vient de genre... C'est Soit pas, de c'est pas l'état Cooper soit Flag. de l'état de Boston, soit d'un état autour, quoi. Et, euh, et j'étais un peu déçu au début, alors que quand j'ai commencé à regarder un peu plus la fin de saison, je me suis dit, bon, ok, il y a quand même une certaine progression. Et le truc que tu as dit sur l'aspect qui ressemble à Wemby, où il a un bon footwork, déjà, je pense que ça, on a parlé qu'il avait des, Ouais. des côtés techniques qui manquaient un peu. Le côté footwork est très bon, et je pense qu'il est aussi démultiplié par le fait qu'il ait des pas immenses. Et vraiment, ouais, j'aime beaucoup le truc que tu as dit sur Wemby, sur le fait que oui, il a un peu cette carte-là de tu penses que je me suis arrêté à la ligne des lancers francs, que du coup je peux pas aller au cercle, mais comme j'ai fait un arrêt simultané et qu'il me reste encore un appui et mon pied de pivot, bah en fait je vais jusqu'au cercle, quoi. Et puis c'est un peu, si t'es pas content, faudra faire faute. Et ça c'est quand même vraiment impressionnant. Donc c'est vrai Hmm. que le profil physique est très différent des autres drivers qui n'ont pas de pull-up. Il sera moins en force. Est-ce que du coup techniquement il sera assez bon pour ça, quoi? Et s'il l'est pas, quel sera ce joueur? Parce que du coup, ce Hmm. qu'on apparaît depuis le début, c'est driver, 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 driver. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il ait un ballon dans les mains à tout instant. Qu'est-ce qu'on fait de AJ Bonsa qui n'a pas un ballon dans les mains? Je vous pose la question. Bah, moi, j'avais envie de passer par une étape un peu intermédiaire. Intermédiaire. Qu'est-ce qu'on fait de AJ Dibonsa qui doit faire des passes? Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que je pense que fondamentalement, parce qu'en fait, ouais, comme tu l'as dit, comment il s'appelle le petit Richie Sanders, je crois qu'il s'est blessé à BYU Hmm. à un moment, un mois avant la March Madness. Et Ouais, ouais, ouais. d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que c'était vraiment un bon joueur. Du coup, vraiment, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un côté où le volume de responsabilité de Dibonsa a explosé encore plus. Hmm. Et c'est vrai que individuellement, je trouve qu'il a eu des résultats qui étaient pas si mal. Même si, tu vois, il y a un truc dont on n'a pas dit, mais ses stats d'efficacité baissent selon le niveau de compétition qu'il joue, tu vois. Quand il joue Alors, contre des équipes du top 50, bah, ouais. il est plus très efficace, en fait. Donc ça me fait un peu peur. Mais surtout, il y a le côté où, pour moi, bah, le passing est tellement lent, quoi. Le passing est. Il fait des passes, il fait parfois des bonnes passes, tu vois, depuis le post-up, mais c'est tellement lent qu'on peut le mixer avec le jeu sans ballon. Mais pour moi, il y a un peu ce côté-là de. Ouais, le reste de son jeu fait un peu peur, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, donc, on a dit qu'on ferait pas un profil, donc on va pas non plus, genre, aller dans tous les détails, mais il y a aussi l'aspect de son jeu potentiellement défensif, tu vois, où je me dis, bah, en fait, c'est tout ça. Tout ce qui n'est pas sur le ballon, je pense même en défense, me questionne un peu. Et pour le Hmm. coup, c'est pas Parce que d'habitude, on dit, les mecs qui sont pas forcément très bons off-ball, que ce soit en défense ou en attaque, c'est un peu des mecs à qui, genre, il manque de jugeote ou de lecture ou de, tu vois, de fondamentaux et tout. Et je trouve quand tu vois Livansa jouer une fois qu'il a la balle, sur son jeu de pied, sur son footwork, sur sa capacité à faire des feintes, à aller au cercle, tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir un joueur à qui il manque de la jugeote ou de la lecture ou de la compréhension de jeu. Mais tu vois, sur l'aspect des passes, par exemple, elles mettent autant de temps à partir bah, parce que c'est long, ça peut être, en tout cas, ça peut être long de déclencher des passes quand t'as pas non plus la lecture la plus rapide et que t'as des bras aussi longs et que t'as pas forcément la motricité pour faire partir très vite.
Et en défense, tu vois, t'as un peu le problème de, il a les hanches tellement haut que à la navigation d'écran, je veux dire, tous les joueurs ne sont pas McDaniels, quoi. Donc t'as un peu le fantasme McDaniels de je peux passer autour des écrans et que du coup avec mes grands appuis, mais c'est vrai qu'en défense pour se déplacer off-ball, c'est quand même parfois plus pratique d'avoir des appuis un peu plus bas et des hanches un peu plus proches du sol pour se déplacer. Et c'est vrai que là-dessus, d'Ivan ça, ouais, c'est un peu toutes ces questions de genre que faire de lui sans ballon. Et la question se pose, ouais, je trouve, des deux côtés du terrain. Hmm. Et le passing, c'est aussi, oui, comment. Le passing rejoint un peu l'aspect de drive, dans le sens où s'il est un assez bon driver pour attirer deux joueurs et qu'il pourra pas scorer, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Ouais. Et tu vois, pour moi, ça rejoint quand même un côté où je sais pas à quel point, genre, juste le process est lent et c'est peut-être pas un énorme passeur de base, mais tu vois, ou un énorme défenseur et à quel point juste il s'en fout. Parce que tu vois, un aspect du jeu qui pour moi là m'a aussi beaucoup déçu. Parce que la défense, pour le coup, je trouve que on-ball, comme tu dis, il se fait un peu cibler par le centre de gravité. Et aussi, off-ball, il était inexistant, quoi. Il était inexistant. Et 35% d'usage, 35% d'usage à voilà. 19 ans, ouais, c'est sûr que s'il avait été présent off-ball, je pense que. Ouais. Et non, mais tu vois, genre, pour moi, dès qu'il a plus la balle, il n'y a aucun cut. Il n'y a aucun mouvement vraiment en sortie d'écran. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver avec moins de volume. Tu vois, un Ace Bailey. Bon, il avait peut-être un peu plus de flash, mais on était quand même en mode. Bon, il a l'air un peu casse-bonbon quand même, votre ami. Et au final, bon, il est tombé dans le bon truc et il a développé un super jeu de cut et de. Bon, pour le coup, tir en mouvement, on l'avait déjà vu, mais tu vois, un jeu plus un peu off-ball. Mais tu vois, genre, pareil, face au top 100 ou top 50 de NCAA, son bloc pourcentage et son style pourcentage qui sont à 1,1 et 1,7, ils descendent à 0,5 et 0,8%. C'est vraiment, le mec ne faisait rien. Il était pas là face au match de top 50. Mais ça rejoint aussi parce que c'est des matchs où il avait plus de responsabilités. Mais bon, Hmm. tout ça pour dire que Dibonsa, j'avoue que pour faire un peu un résumé de moi ce que je pense, et après je te laisse la main et je te laisse transitionner, mais je pense que c'est un joueur qui est très bon et je pensais être beaucoup plus bas au final sur lui. Je pense que les qualités sont indéniables de profil physique, euh, drive, potentiel de cut aussi, et même potentiel un petit peu défensif. Je veux dire, je pense que son vrai niveau défensif est au-dessus de celui qu'il a montré cette année. Mais en fait, c'est des joueurs sur lesquels moi je suis un peu ok de rater, entre guillemets, dans le sens où je trouve ça compliqué de vraiment construire autour d'un joueur qui a 35% d'usage et si peu autour, et en plus avec des petites questions sur le passing, la défense, le shoot. Le shoot reste une assez grosse question pour moi. Donc c'est vrai que c'est un profil, je trouve qu'il est très très fort dans le profil qu'il est. Ça, c'est un profil que moi je value un peu moins que d'autres. Ouais, tu vois, et puis il y a aussi l'idée de le driving, pourquoi? Eh oui. Et si le gars est pas capable de profiter de son. En fait, tu vois, je pense que sur son drive, dans le fait qu'il fasse pas de passe, ou en tout cas pas très bien, pas dans les bons timings et pas de la meilleure des manières, là, ça ressemble à Jalen Brown. Pour moi, Oui. la seule comparaison possible, elle est sur le fait que le passing et la lecture collective sur drive, mais tu vois, je pense pas que c'est ce que les gens ont en tête quand ils comparent les deux, donc c'est vrai que moi, c'est un peu ça qui me pose problème. Après, je trouve que Jalen Brown, après, c'est un miracle peut-être de développement de joueurs et de scouting, mais montre que les lectures peuvent être aussi, peuvent progresser, mais bon, Mais à voir comment ça va je rajoute quelque devoir. chose. Ouais. Je rajoute quelque chose. C'est quand bien même il a le même développement qu'un Jalen Brown, je trouve ça pas ouf en fait. Genre, dans le sens Après, où il part de il part de plus haut. plus haut, il part de plus haut. Mais je veux dire, j'ai l'impression que le top end de AJ Dibonsa,
n'est pas assez haut en termes de création collective et de passing, Mm. parce que pour valoir le coup d'un first pick, en fait. C'est plus dans ce sens-là, moi, que je le vois. Tu vois, genre, je veux dire, même si ça devient un score très efficace, j'ai l'impression que voilà, le passing n'atteindra jamais les niveaux d'un Shea, les niveaux d'un Tatum. Tu vois, un Tatum, il est quand même 3 galaxies au-dessus, quoi. Et moi, c'est un peu ça. C'est un peu le truc de se dire, bah, en fait, j'ai l'impression que même si ça se passe bien, le résultat restera limité. Alors que les deux autres, t'as un plafond qui fait peut-être un peu plus rêver. Et je pense qu'on va garder, moi il y en a un Vas-y. où je me Vas-y, dis, enchaîne. on finira par celui où je pense dans tous les cas, genre, ça peut être ça peut être enfin on verra, on fera les projections plus tard. Mais avant de parler de lui, je pensais qu'on pouvait faire un petit tour du côté de l'industrie du robot, de la robotique. Ouais, c'est un domaine trendy, hein. C'est un domaine très trendy, la robotique, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve aussi haut, alors qu'il a il a la rigidité d'un tronc d'arbre. Et alors Parle-nous. là, on va parler de Cam Boozer. Et alors, pour moi, c'est vraiment les prospects. C'est pour ça que j'aime vraiment bien la draft, parce que je trouve le décalage entre la production statistique, qui est peut-être la meilleure que j'ai vue en NCAA de toute ma C'est vie, genre, lunaire. et l'impression visuelle, est fascinante. Et t'es obligé de te poser des questions. Et du coup, bon, j'ai fait un article à ce propos, et pour le coup, je suis plutôt content de cet article. Donc, je vous invite à aller le voir, à Ouais, aller il le est très lire. bien. Mais du coup, moi, j'ai surtout envie, parce que, en fait, on n'en a même pas trop parlé. Enfin, je sais qu'on en a parlé, genre, en décembre, et qu'on était là en mode, Ouah, c'est quoi ce minivan, quoi, en gros, sur un terrain de basket, là, c'est quoi, c'est... Du coup, où est-ce que toi, t'en es, qu'est-ce que t'en penses de Cam Boozer et peut-être ce décalage entre stats et visuel. Qu'est-ce que tu penses de cette production statistique de triple MVP, quoi? En fait, je pense qu'il y a quelque chose que j'avais pas compris et vraiment, genre, ingéré dans mon esprit la première fois que je l'ai regardé, et qui rendait le profil, genre, presque flippant parce que tu dis, mais le mec est beaucoup trop rigide et beaucoup trop facile à anticiper parce que du coup, il a des schémas de jeu qui sont assez répétitifs, etc. Et en fait, ce que j'avais quand même pas bien en tête la première fois que j'ai regardé, et je trouve que c'est bien d'avoir du coup une saison complète pour pouvoir se le mettre en tête, c'est le toucher pour quelqu'un d'aussi rigide et d'aussi grand. C'est quand même, bah, si c'est sa vraie valeur au tir, bah, excusez-moi, mais c'est à peu près exceptionnel. Le mec est quand même, déjà, t'as le toucher au cercle qui est pas dingue, mais d'un autre côté, t'as pas mal de provocations de fautes, donc tu dis, bon, bah, là-dessus, il y a une capacité de lecture. Mais après, 40%, 39% à 3 points, 42% sur le mi-distance, 80% au lancer franc. Euh, ouais, du coup, là, je me dis, c'est vrai que c'est rigide, mais du coup, t'as une capacité d'apporter du spacing déjà quand t'as pas le ballon. Et aussi, ça veut dire que quand t'as le ballon, ton défenseur, il est quand même beaucoup plus proche que toi et ta rigidité, du coup, devient un peu moins évidente. Parce que au début, je me suis dit, mais est-ce qu'on est en train de voir une version de Sabonis qui est peut-être encore moins créatif, parce que Sabonis, il a quand même l'avantage d'avoir un peu de créativité dans son passing et d'avoir un peu un élément de surprise. J'avoue que les passes de Cam Boozer m'ont pas trop surpris, quoique dans ses lectures. En fait, le problème, c'est que l'impression visuelle est. Je pense que le problème, c'est qu'en fait, il est tellement chiant à mourir à regarder jouer. Que t'es là, genre, ouais. Mais quand tu Ouais, regardes. super, c'est la 10e fois qu'il fait la bonne passe du match, quoi, super. Mais voilà, mais ce problème, c'est que c'est la 10e fois qu'il fait la bonne passe. Et je me dis, il y a un peu un truc qui pouvait peut-être être fatigant chez un LeBron James de. Bah ouais, mais en fait, il fait toujours la bonne décision. Un peu, tu vois, comme Chris Paul aussi, ces trucs-là de genre, ah, bah Hmm. ok, bah c'est pas, ça fait pas forcément rêver, mais en fait, bah il y avait un décalage, il l'a vu, il a servi la personne qui était décalée,
Et du coup, ça rend le truc vraiment, vraiment limpide et ultra efficace. Ma question, c'est est-ce qu'il pourra créer des décalages, lui? En fait, j'ai l'impression que s'il y a Ma question décalage, préférée. et il saura en profiter. Et moi, ma question, c'est à l'inverse, tu vois, Dibanza, lui, il y a un décalage, il sait pas quoi en faire. Il y a de l'espace, il n'a pas Ouais. compris. Je pense que Boozer, il sera génial dans un collectif qui crée du décalage. Est-ce que lui pourra le créer? C'est À, à mon quel point il pourra le interrogation. créer? Ouais, à quel point il pourra le créer? Je pense qu'un truc qui me marque avec lui, comme tu dis, en fait, c'est son QI basket. Ouais. C'est à quel point le mec fait tout le temps des bonnes décisions, sur des bonnes décisions, sur des bonnes décisions. Je pense que au bout d'un moment, on peut ne pas aimer les stats pour un prospect parce que c'est très dépendant du contexte et que Mm, si tu domines en NCAA, quelque part, ça veut pas dire que tu vas dominer en NCAA, en NBA, pardon. mm, Mais mm, au bout d'un moment, tout est genre le meilleur de NCAA, genre. mm. Tu vois, si tu regardes, t'as plein de modèles qui ont des stats, mais en termes d'efficacité, je suis pas fan de cette stat, mais le box plus minus, de usage et efficacité, il est monstrueux. D'offensive rating quand il est sur le terrain, il est monstrueux. De, de, de rim pressure, il est monstrueux. De rim assist, il est monstrueux. De rebond, il est monstrueux. De... il est monstrueux partout, partout, partout en termes stats. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec son QI basket qui est vraiment pour le coup hors du commun, je trouve. Mm. Et, 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 et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il sera efficace aussi en NBA parce que comme tu as dit, je pense qu'il a suffisamment de toucher, etc. Mais est-ce qu'il shoot vraiment? Ou est-ce que il y a juste eu quelques shoots à 3 points et c'est rentré? Ou est-ce que c'est une vraie menace? Moi, c'est un peu là aussi la question que je me pose. Bon, on a quand même, bon là on a 138 tirs cette année et de mémoire là j'ai plus les stats, mais je crois qu'au lycée il était déjà à 39-40% aussi. Ouais. Donc, tu as quand même un bon historique. Après, je pense que le tir est pas si malléable, tu vois, comparé à peut-être l'autre gars dont on va parler, qui est, qui est- qui est un peu fou dans cet aspect-là. Mais en fait, s'il a le pick and pop, ça va lui ouvrir énormément de choses. Si Mm. quand il a pas la balle, il peut être respecté quand il est dans le corner, ça va lui ouvrir énormément de choses. Et Mm. ça va rajouter de la valeur, énormément de valeur. Et tu vois, je trouve le côté QI basket joue aussi dans la défense où, ok, il se fait cibler souvent on ball, mais euh, déjà, est-ce qu'il peut y avoir un peu de remise en forme, tu vois, en NBA quand tu vois comment certains ont eu droit à ça. Euh, je pense que c'est possible, mais surtout, je trouve, bah, il lit tellement bien le jeu tout le temps que bah, souvent il va placer des joueurs et il a un peu ce côté, tu vois, de comme on parlait de D'Angelo Russell à l'époque de Minnesota, ou comme on pouvait parler de LeBron il y a quelques saisons. Et c'est une comparaison que j'ai pas mis dans mon article, mais auquel j'ai souvent pensé. Mais le LeBron de 2026, du coup, je trouve que c'est une très bonne comparaison pour Cam Boozer. Mm. Avec du toucher. Parce que pour le coup, Oui, LeBron James ne shoot pas. oui, oui, oui. Enfin, ça va, mais c'est pas une gâchette, on va dire. Non, mais tu vois, je pense Mais que il y a une année où il s'est emballé un peu sur son catch and shoot à 3 points et ça, on a commencé à se poser la question de est-ce qu'il y a une troisième carrière qui est en train de se lancer et en fait il va jouer jusqu'à 45 ans parce qu'il est à 45-40% sur les catch and shoot. Ok, c'est pas le cas. Ça aurait été bizarre pour un mec qui est genre aussi mauvais au lancer franc. Ça c'est quand même marrant. Tu vois, LeBron James, il a fallu qu'il y ait un truc qui marche pas. ouais, C'est pas que c'est le shoot, mais quand même, tu vois, je me dis ça, c'est con, hein. Parce que là, tu dis, genre, si le mec, il avait eu. Bref, on n'est pas en train là pour parler de LeBron James, mais je vois ce que tu veux dire dans l'aspect robotique, lecture, connecteur, parfait sur le short roll et tout. Enfin bon. moi le short roll, au début j'étais pas très chaud et au final le short roll m'a vraiment impressionné. Mais Et je trouve, tu vois, robotique, tu vois. Genre, oui, c'est le très short roll le robotique. plus chiant de l'histoire. Il marche. Ah ouais. Mais il y en a un contre Mais. Clemson où je crois il y a une faute qui est sifflée et du coup il arrive pas au bout. C'est vraiment, Hmm, il y a empty side pick and roll. Il reçoit la balle, donc on va dire orienté vers le côté, hmm, parce qu'il a rollé, donc complètement dos à tous ses coéquipiers.
Et d'un coup, il se retourne et il fait la skip pass corner opposé. Et t'es en mode, bah ouais, mais je sais pas, ajoute un peu de fun dans ce que tu fais, fais la. Je sais pas, fais un petit truc, quoi. Et ouais, c'est assez. Tu vois, même les quelques fois où, genre, bon, il se fait avoir sur une double team sur le post-up, bah, la possession d'après, il sait exactement d'où va venir la double team et il fait la skip pass parfaite. Et, et tu vois, même dans la répartition des tirs, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais Dibanza, au final, il prend beaucoup plus de mi-distance Ouais, ouais. que de tir au cercle. Oui, oui, oui. Cameron Boozer, le Morey Ball, il l'a très bien compris. Hein. 332 tirs au panier, 52 tirs à mi-distance. C'est Mais est-ce énorme. que du coup ça enlève les... Parce que du coup pour Dimonza, faut rajouter toutes les fautes qu'il a Tous les provoquées lancers, sur le tir. Ouais. évidemment. Mais quand même, Oui, enfin, je veux oui. dire, c'est quand même, il y a quand même, c'est le grand écart. Et c'est un des secrets aussi de pourquoi Cam Boozer est efficace. Il n'est Mm, pas incroyablement efficace au cercle, mais il en prend tellement. mm, mm. Et ouais, pour moi, pour le résumer, il y a un peu un match qui résume le bien et le pas bien. C'est le match contre Yukon en March Madness où, honnêtement, la première mi-temps qu'il fait, c'est assez incroyable, c'est que des bons choix. Et la deuxième mi-temps, c'est genre, il n'arrive plus à créer de décalage face à Taris Reed, qui est aussi un prospect bon, que j'ai pas vu, hein, mais hors ce match. Et il n'arrive plus à créer de décalage, et d'un coup, tu te dis, ok, bah finalement, le créateur implacable, je le vois pas. Mm. Et tu vois, quelque chose sur lequel, pour moi, les playoffs, à chaque fois, chaque année, depuis 1, 2, 3 ans, me mettent un peu une claque, c'est finalement à quel point la capacité à te créer ton tir, aussi pour toi-même, est importante. Bah, ouais. Et tu vois à quel point c'était clé pour Jokic et on n'en parle pas. À quel point bah, Shea c'est un atout incroyable. À quel point quand tu joues les Spurs de Wembanyama ou un switch all des Cavs, bah, ça a été important pour Jalen Brunson. Et c'est vrai qu'avec Cam Boozer, c'est un peu la limite, c'est un peu la question quoi. C'est un peu la question, mais ce que je trouve intéressant, c'est le nombre d'aspects où tu peux l'utiliser s'il a vraiment le shoot, tu vois. Pick and pop, short roll, pick and roll inversé par moment. Tu vois, t'as post-up face à un mismatch. T'as quand même pas mal de manières d'initier l'attaque. Et s'il tombe dans une attaque qui crée beaucoup de décalage par le collectif, clin d'œil, tu peux vraiment avoir un rendu qui est extrêmement chouette, quoi. Ouais. Non, mais c'est Et vrai qu'il laisse. Et je trouve que c'est là où les deux profils sont intéressants, et même le troisième dont on va parler, c'est à quel point ils ont tous des routes très différentes selon le contexte et selon comment ils vont se développer, quoi. oui. Et pour le coup, un point clé assez simple aussi avec le shoot, c'est que s'il a le shoot, il est peut-être pas obligé de jouer poste 5 quoi. Mm. Et il peut jouer avec un protecteur de panier. Ça, j'en avais pas mal parlé, mais je trouve que c'est vraiment important, tu vois. Si Domantas Sabonis pouvait jouer avec un vrai protecteur de panier, Mm. bon, bah en fait, ce serait peut-être un top 20 ou top 30 NBA, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense que ça joue aussi. Ça joue aussi et il faut un peu en parler, même si. Enfin, ça rend encore une fois le shoot un peu un aspect clé avec lui, quoi. Bah, oui, et c'est vrai que d'un autre côté, on n'a pas parlé de sa défense, et je pense que c'est plus difficile à projeter aussi, mais est-ce qu'il lui faudra pas, dans tous les cas, un protecteur de cercle à ses côtés, quoi? Si, pour moi, si. Mm. Mais s'il a le shoot, ça le rend viable des deux côtés, tu vois ce que je veux dire. T'as pas vraiment. En fait, tu peux vivre avec les deux sans compromis, Ouais. dans le sens aussi où bah, juste, bah, voilà, et en plus, tu pourras jouer à deux bigs, et quelque chose où il est monstrueux, c'est aussi le rebond, quoi. Et tu vois, je veux dire, au final, quand tu fais le cocktail, t'as un mec qui peut t'apporter dans tellement d'aspects. Mm. C'est assez valuable, on peut dire ça comme ça. Ouais, puis c'est marrant, il Et arrive dans une assez. période où le rebond est très, très mis en avant, Ouais, très utilisé, très stratégisé. Et du coup, tu dis, bah, si tu peux faire ça autour de lui, tu peux vraiment aller chercher beaucoup d'intérêt dans son, dans son profil et de comment tu l'entoures aussi, quoi. ouais, exactement. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton robot?
sur notre robot. Sur notre robot, bah écoute, non, non, pas forcément, mais je pense qu'on peut passer à la suite. Après, peut-être qu'on refera des. Je pense qu'on n'a pas fini d'arrêter de parler d'eux dans tous les cas. Oui, et puis je pense que ça peut être aussi intéressant même pour tous les prospects, hein, une fois de savoir où est-ce que tu es drafté, Ouais, je pense ça que peut être c'est très intéressant de sympa. dire, voilà, bah, Cameron Boozer au Jazz, bah ouais, quand tu vas pouvoir développer tous les sets qu'il faisait avec Walker Kessler, avec Cam Boozer, ça va être sympa, quoi. Exactement. Mais bon, peut-être que le Jazz ne draftera pas Cam Boozer, puisque peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Peut-être que ce sera Bah, l'homme à la créatine, l'homme à la notre, créature. euh, notre champion du développé couché, Darren Peterson. Est-ce que les Wizards vont faire le choc de la décennie en prenant quelqu'un d'autre que Darren Peterson? Moi, ça, c'est ma question. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Alors explique-nous. Explique-nous tout. J'avais beaucoup aimé ce que Polar Fall, donc qui s'appelle Skyfall, je crois, sur Twitter, avait dit un petit peu pour donner une sorte de, pas de contexte ou de classement, mais entre guillemets, qui lui, il drafterait en premier Hmm. s'il avait la possibilité de choisir. Et je crois qu'il avait dit, en tout cas, si Darren Peterson n'a pas vraiment ces problèmes de physique et que bon, c'est plus contextuel de l'année dernière et en plus, c'est des choses que tu peux potentiellement corriger avec un staff NBA. Entre guillemets, Darren Peterson, c'est le choix évident. Et ensuite, même s'il est blessé, ça resterait un troisième choix, quoi. Même s'il a ces limitations-là. Donc j'ai l'impression que d'un autre côté, tu as aussi l'aspect de, même si Darren Peterson aura peut-être des limites physiques, non, j'ai du mal à imaginer qu'il ait des limites physiques d'endurance que les mecs, ils n'arrivent pas à corriger avec un staff NBA quand même. Et bah, Première chose. c'est le premier choix évident. Mais moi, je pense que la première fois où j'ai vu jouer, je crois que le premier match, même premier match amical de NCAA cette année, et je l'ai vu jouer. En fait, je crois que je le vois jouer on-ball au début, il prend des pull-ups ou il fait un drive. Et l'action d'après, il joue sur un espèce de horns flare où en fait il prend le flare screen et il se place parfaitement, il reçoit la balle, il shoot instantanément. Et j'étais là, bah, excusez-moi, mais pourquoi il y a un joueur NBA qui joue avec des enfants dans un gymnase là? C'est c'est déjà gênant pour tout le monde. Donc, ouais, moi, voilà. Ma question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont faire le. Parce que Le pour moi, choke. ce serait une erreur, mais encore une fois, je ne connais pas grand-chose non plus. Donc, je sais pas. Est-ce que tu veux nous parler un peu? T'as un article en cours sur Darren Peterson. Donc, Depuis beaucoup trop longtemps, ouais, ouais, ouais. donc ce qui est bien, c'est qu'on va pas aller dans un détail très profond aujourd'hui. Mais sachez que pour nos amis lecteurs, vous pourrez aller encore plus dans le détail une fois que l'article sera sorti. En parlant d'article, on vient d'en sortir un sur Scotty Barnes, donc n'hésitez pas à aller sur le Substack pour ceux qui veulent et qui veulent un peu aller découvrir ce qui s'y passe à l'écrit sur le Dreamcast Show. Mais du coup, avant d'aller Hmm. extrêmement dans le détail, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu juste le profil théorique et de pourquoi Darren Peterson me fait autant rêver? Bah, le titre de l'article, c'est Darren Peterson n'est pas. Attends. Darren Peterson n'est pas le joueur qu'on pense, il est peut-être meilleur. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ça fait rêver. Et oui. Et en fait, pour moi, il y a un peu un truc assez flagrant avec Peterson. C'est que le toucher, Ouais. le pur toucher de balle, est absolument pour moi élite de chez élite, parmi les tout meilleurs que j'ai vu scouter de NCA de l'histoire, si ce n'est le meilleur, quoi. Et vraiment, je le pense vraiment, et je trouve que ça se voit dans plein d'aspects. La première, c'est que il a un flotteur qui peut dégainer n'importe où, n'importe quand. Et il l'a beaucoup utilisé parce qu'il avait beaucoup de problèmes physiques cette année.
Et je pense qu'il avait des problèmes parfois vraiment il n'y a plus de jus, il peut plus rien faire. Mm. Et parfois il y a des problèmes un peu plus intrinsèques finalement il n'est pas si vertical, finalement il n'est pas si souple aussi. Tu vois, comparé à un Dibansa, c'est quand même le jour et la nuit. Et du coup, bah, il est un peu reliant, comment on dit. Je suis Il dépend de son il- tir, il est dépendant. dépendant. Ouais. Dépendant du tir et Mm. du toucher. Mais le truc, c'est que il a le flotteur des deux mains. Je veux dire, le premier match que je regarde, moi, je le vois lâcher un flotteur main gauche. Et je me dis, ok, le seul joueur en NBA que j'ai vu faire ça, c'est Kyrie Irving, à peu près. En gros. C'est quoi ce bordel? Et après, je trouve que là où c'est assez impressionnant, c'est sur le shoot. Et les pourcentages sont peut-être un peu plus sales qu'un Con Knuckle ou que des joueurs comme ça qui étaient. Voilà, Con Knuckle, c'est un peu. Pour moi, il va rester comme la référence du tir pour un prospect parce que c'est du jamais vu. Mais Peterson a pour moi ce truc de son tir ne dépend pas de sa mécanique, son tir dépend uniquement de son toucher. Il peut tirer les deux pieds qui se coupent, il peut tirer en déséquilibre, il peut tirer en se penchant vers la droite, en se penchant vers la gauche, il peut tirer sur un pied. Ça peut et ça va souvent rentrer en fait. Et il y a un peu ce côté, tu vois, peut-être un peu. Moi, il me fait un peu penser à Michael Porter Jr., tu vois, sur le côté où le footwork est pas bon, mais il a tellement de toucher et il est grand que bah, très souvent ça rentre et ça permet d'avoir une malléabilité du tir que pas grand monde a en réalité en NBA. Et du coup, pour moi, ouais, il y a vraiment ce côté où ce tir et ce jump shot, sachant qu'en plus il fait 6-5 et qu'il a une envergure de 6-10, bah, ça fait qu'il peut dégainer aussi au-dessus de tout le monde. Et tu vois, je trouve qu'un terme qu'on utilise à tort et à travers, partout, et que je pense que toi et moi, on l'a jamais utilisé en 3 ans de podcast ou 2 ans de podcast, c'est talentueux. Et je trouve qu'avec Peterson, il y a vraiment ça, quoi. Il y a vraiment ça où le toucher naturel est incroyable. Il a des outils physiques qui sont suffisamment bons pour pouvoir l'exploiter, tu vois, passer au-dessus, trouver des angles de lay-up, shooter par-dessus, trouver des angles de passe. Et en même temps, il y a, tu vois, s'il y avait que ça, ce serait, voilà, mais je trouve que le handle est aussi plutôt pas mal, voire très très bon. Et en fait, t'as un cocktail où tu te dis, mais en fait, je prie tous les dieux pour que... n'en faites pas un Jalen Brown, faites-en un Stephen Curry, quoi. Tu vois, je grossis un peu le trait. Mais j'ai vraiment l'impression que tu peux tirer de ce joueur un jus offensif assez exceptionnel, quoi. Assez exceptionnel. Et voilà, quoi. Et défensivement, en plus, contrairement Est-ce à. que c'est pas le meilleur des trois? Dans son. En fait, le truc, c'est que Boozer, du coup, c'est même. Il est plus grand, donc il pourrait avoir plus de protection de cercle, mais pour le coup, bah. C'est pas vraiment le cas. Et en plus, bon, bah, du coup, est-ce qu'il est pas trop rigide, même en défense? Là, au Peterson, en défense, j'ai l'impression que déjà. Dans les lectures, on n'a pas parlé de l'intelligence de jeu, mais j'ai quand même l'impression qu'il a une capacité de placement, déplacement, replacement constant qui est assez présent. Et en plus, tu as l'idée de défensivement, il est quand même bien connecté à qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, De alors ouf, ok, il de va ouf. manquer de souplesse à certains moments, mais son envergure et le fait qu'il soit pas non plus trop grand lui permet quand même de pas mal naviguer à travers les écrans et tout ça. Donc ouais, défensivement, je trouve que entre la lecture et puis comme il a le toucher, il est quand même bien coordonné, tu vois, physiquement. Il sait où Hmm. mettre les mains, il comprend où est-ce que le jeu est en train d'aller. Et du coup, ça lui permet vraiment d'avoir des belles performances défensives et des beaux flashs off-ball qui sont impressionnants. Et puis, si ça devient un de tes deux porteurs de balle, bah, c'est pas du tout une cible on-ball, tu vois. Moi, Ouais. j'ai trouvé vraiment aussi pas mal on-ball. Euh, et voilà, tu vois, 3% de steal percentage, c'est quand même pas mal. 2,3% de block percentage, c'est plus que Dibansa. Bref, qui est le problème? Je ne sais pas. Mais oui, oui, je trouve qu'il y a un peu ce côté où, pour le coup, je trouve qu'il comprend très bien le jeu, quoi. Et ça me rassure aussi
je trouve que ça lui donne plus de valeur aussi. Et tu vois, le nombre de fois où, genre, il fait une sortie d'écran, il attire 3 mecs et il fait la bonne passe, mais juste. Bah, soit le rollman va va avoir une rotation et va pas faire le short roll, soit il va avoir des mains catastrophiques et soit pas attraper le ballon, soit pas finir. Je trouve que bon, ça dit pas tout, mais ça a aussi joué. Je trouve que voilà, il a pas joué dans un contexte où on en a tiré le plus possible non plus. Hmm. Et je me dis voilà, il y a aussi ce truc de, je trouve que lui, il a une vraie capacité aussi à se créer son tir, tout simplement. Et je pense que avec ce toucher de balle, ça peut jouer, quoi. Ça peut jouer. Et aussi, ok, il a des limites physiques peut-être sur le drive, mais je trouve qu'il a un peu les mêmes traits que Cam Boozer sur la provocation de faute, dans le sens où il a un vrai savoir-faire de sentir le contact, voir quand est-ce que le joueur se met un peu hors de position et il va provoquer la faute, quoi, tu vois. 37% de free throw rate, c'est pas les 50 de Dibanza, c'est pas les 60 de Caleb Wilson, mais c'est pas les 10% de Trey Johnson l'an passé, quoi. Mhm. Qui, pour le coup, ok, c'était un énorme shooter, mais il y avait vraiment que ça. Il n'y avait pas la défense, il n'y avait pas le handle, il n'y avait pas le drive, il n'y avait pas le passing, voilà. Donc, j'aime beaucoup Peterson aussi, quoi. Ouais, je pense, hein. Mais c'est pas étonnant, je pense que là-dessus on a un peu les mêmes penchants. En plus, Trae Young a décidé qu'il serait free agent cet été. Donc finalement, si Trae Young n'est plus là, t'as vraiment besoin d'avoir ce porteur de balle slash shooter si t'es Washington, quoi. Mais Oui, il au-delà de va ça, revenir. je veux dire, même si t'avais déjà l'équivalent d'un Darren Peterson dans ton effectif à Washington, on t'en offre un deuxième, tu prends. Ah bah. Oui, franchement, là, tu peux avoir un spacing. Trae Young, Darvin Peterson, Keyshawn George, Trey Johnson. Waouh! Waouh, 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 waouh. Va y avoir des espaces sous le cercle, moi je te le dis. Hein. Moi je te le Ouais. dis. En vrai, Alexa, il va peut-être enfin être au-dessus efficace de la moyenne, quoi. Et là-dedans, tu mets en plus Anthony Davis j'allais dire en lob threat. Alors, c'est vrai qu'on est en 2026, peut-être plus vraiment une menace verticale, mais bon, quand même, ça fait rêver. Enfin bon. Donc, est-ce qu'on les classe, ces trois petits loulous, histoire de J'ai finir un le peu pot. l'impression qu'on y a déjà répondu, mais Ouais. allons-y. Bah, je pense que l'ordre dans lequel on les a mentionnés donne peut-être une indication, mais ouais, je pense que des trois, celui où j'ai moins confiance, et je le projette le moins haut, c'est Dibonsa. Oui, avec pour moi il y a aussi le plus gros scénario d'échec avec Dibanza, quoi. Oui, et en Tu plus, vois, même si ça se passe bien, je suis pas sûr que je le mets Enfin, le bah c'est scénario ça. positif dépasse pas le scénario positif de Peterson et Boozer. Par contre, le scénario négatif, il Oui, va je suis très bas, d'accord. quoi. Je suis extrêmement d'accord. Et du coup, en deux, Bah, mon l'homme ami. qui sera l'homme qui sera top 30 dans le scénario négatif et dans le scénario positif, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, hein. Ce sera notre. C'est chiant à mourir déjà, mais On se fait. Est-ce que c'est pas le Jason Tatum des intérieurs un peu boozer? Tatum Moi, je est quand trouve même que un dans peu plus fun, non? l'aspect médiatique, les gens trouvent un peu Tatum chiant en mode genre, ouais, genre, c'est top 5 top 10 mais ce sera jamais plus, et puis c'est un peu plat, quoi. Ouais, ouais, il y a un peu de ça. Enfin, en vrai, bon, voilà. Si ça se trouve, en fait, moi, la question que je me pose quand même avec Boozer, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe si, genre, le shoot est vraiment à 40% et, et tu vois, ok, il est très lourd, mais sur ses appuis, il a des appuis très lourds, mais pas un Karl Anthony Towns, il a aussi des appuis très très lourds. Et je pense que Boozer est un meilleur passeur que Karl Anthony Towns. Et tu vois, enfin, je veux dire, ça l'a pas empêché de créer des décalages. Après, Towns, c'est un 7-footer, là où Boozer ne l'est pas du tout. Donc évidemment il y a des limites, mais je me demande, en fait, si il tombe dans un contexte où il est utilisé parfaitement et qu'il arrive du coup à créer des décalages en NBA,
peut-être grâce à un système qui l'aide un peu. Est-ce que finalement c'est pas lui qui me fait regretter et ça devient lui le first pick parce que c'est un Oui. top 10 NBA quoi. C'est un peu le seul scénario ouais, où tu peux regretter. Mais sinon, à l'ère À du. moins que Peterson se plante complet quoi. Ouais, mais bon, c'est le physique qui fait peur, mais le reste. Ouais. Ouais. Pour moi il y a un vrai potentiel top 10 NBA quoi avec Peterson. Ben, Top top 10. plus. Top 10 de quoi? De l'histoire? Non. Non, top 10 des joueurs de NBA tu vois. Dès sa première saison? Non, vas-y toi. J'ai pas je te pousse à la hot take un peu là. Ouais, non, mais je vois, tu veux qu'on fasse des TikTok, tu veux qu'on fasse des capsules. Non, mais voilà, tu vois, pour moi, c'est. Boozer a le plancher le plus élevé, Peterson a le plafond le plus haut, j'ai l'impression. Hmm. Je veux dire, tu peux. Je rêve un peu, tu vois, que t'es un peu je sais pas, un Lillard un peu, tu vois, un côté comme ça, un peu. J'ai l'impression que c'est possible. Mais voilà, le niveau de shoot m'épate, m'épate. Le passing, peut-être qu'on n'est pas à des hauteurs folles, mais, enfin, je veux dire, il peut avoir tellement de gravité, quoi. Au bout d'un Ouais, puis il y a moment, une fonctionnalité qui peut être off-ball dans tous les cas, donc il y aura des exactement, espaces. exactement. Mais du coup, moi, je voulais juste finir, si tu as encore deux petites minutes, Allez. sur qu'est-ce qu'on pense qui va se passer. Je te laisse réfléchir, je te dis, moi, le scénario que j'envisage, Hmm. ok. J'ai l'impression que ça va être Dibonsa en 1. Donc Non. là, on a dit ce qu'on ferait. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que ce sera Dibonsa en 1, que ce sera Cam Boozer en 2 parce que Carlos Boozer est au Jazz, et que ce sera Peterson quand même en 3. Mais je me demande si tu vois les Grizzlies avec leur département un peu de hipster, ils peuvent pas se dire putain, Caleb Wilson a tellement de potentiel, on le prend quoi. Et En là, fait, j'ai l'impression que et j'ai Peterson aux l'impression- Bulls? bah, en fait, j'ai plus l'impression que si Peterson est 1, Dibonsa peut tomber 4. J'ai l'impression que si Peterson est là en 3, Memphis le prendra. Non, mais ouais, faut quand même pas aller sur. Vraiment, faut se détendre, quoi. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai une autre. J'ai une autre. T'as un autre scénar. J'ai un autre scénario. Je pense pas que le premier choix. Je pense pas que le joueur qui va être drafté en premier va jouer au Wizard l'année prochaine. Ah ouais, d'accord. Il va jouer à Boston. Ah, tu passais pour un forceur. Non, pas du tout. Mais je sais pas si. Je sais pas, je me dis. Mais dans tous les cas, en fait, que ce soit qui jouent aux Wizards ou pas, pour moi, genre, ce sera Peterson. Pour moi, ils vont pas. Ça va pas être. Pour moi, Dibonsa, il va se retrouver. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Dibonsa, il peut se retrouver aux Bulls, tu vois. Avec Memphis qui en veut pas parce qu'un driver qui peut pas shooter, ils ont déjà un peu donné. Ouais. Ouais. Mais Mais ouais. est-ce que. Parce que c'était quand? C'était en 2022. C'est Hmm. vrai qu'en 2020. Faut pas se laisser flouer parce qu'en 2022, pendant 2 semaines, est-ce que tu sais ou tu te souviens qui était annoncé first pick? Alors attends, faut que je me remette la draft 2022, mon loulou, parce que je suis quand même pas. 2022, alors. Ah, oui, Ah, c'est que des cadors. C'est que. Bah, ils savaient pas si c'était Jabari Smith, Chet Holmgren ou Paolo Banchero, en gros, c'était ça, non? Ouais, et c'était Jabari Smith qui tenait la corde pendant, Ah, ouais, 2, 3 semaines. oh la Et tout le draft, monde était en mode, mais horrible. pourquoi? Genre, pourquoi? Ah, mais le Et top 10. Oh, heureusement qu'il y a Jalen Williams, hein, qui est pas dans le top qui est 10. 12e. Le top Qui est 10, il est 12e. affreux. Banchero, t'as Holmgren qui sauve un peu tout ça. Jabari Smith, Keegan Murray, Jaden Ivey, Jaden Ivey que Benedict j'aimais beaucoup. Mathurin, Shaden Sharp, Dyson Daniels, Jeremy Sohan, Johnny Oh Davis. ah, c'est vrai Il qu'il est fait, il fait, affreux. Et il en pique les 11e yeux. place, Ousmane Dieng. Et 12e Jalen Williams. Et après, il y a Ouais, Jane Duren, je crois, pas loin. ouais. Ochai Agbaji, Mark Williams, AJ Griffin, Tari Eason, Tari Dalen Eason. Terry, Jack Laravia, Malak Ibrahim. Oh, mais le
top 20, il est abominable. Ah, il picote. Je suis même pas sûr qu'il y Mais ait un mec qui se draftait. tout ça pour dire que à l'époque, du coup, Jabari Smith, jusqu'à quelques heures avant la draft, pensait être premier. Mm. Et que du coup, quand ils ont appelé Banchero, il a soufflé, il a fait Mm. c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, on verra. Et avant de rendre l'antenne, est-ce qu'on va pas encore vivre quelques petits frissons avant la draft, Azad? Normalement, le jour de la draft, si tout se passe bien, on va pouvoir se retrouver en live avec deux invités de qualité pour une petite draft un peu particulière, quoi. Une draft à l'aveugle. On va faire la draft à Exactement. l'aveugle en live. Mardi, 18h peut-être, un truc comme ça. Ouais, 19h, je pense, hein. 19h. 19h. Bah, mardi à 19h, save the date. On va faire une draft à l'aveugle avec, du coup, des gens qui n'ont rien suivi à la saison de NCA. Mhm. Et ça va être génial. Et Bah, ça il va va être y avoir génial. surtout toi qui aura suivi, et puis Et moi toi qui... qui seras le département stats. Exactement. Et pour la draft, on verra ce qu'on fera. Pour la vraie draft. Bah, moi je dormirai, je pense, hein. Non, mais tu sais, enfin, on avait dit que peut-être on ferait un truc genre. Ouais, On mais le refait la problème, c'est draft le lendemain, mais ça va être chaud, quoi. ça, à mon avis, il va falloir ouais, qu'on revoie ça parce que malheureusement, depuis, il y a eu des changements dans nos emplois du temps respectifs, Dans nos surtout le mien. vies. Du coup, ça va être un Ouais. peu compliqué. Mais oui, draft à l'aveugle, mardi 23. On a dit à nos invités 19h, 19h30 pour le début. Donc voilà. Immanquable, rendez-vous immanquable pour que AJ Dibonsa finisse 10e choix comme VJH comble l'an passé. Ça va Ouais. être fantastique. En tout cas, on se sera. Moi, j'adore parler draft. J'adore parler draft avec toi. J'adore parler avec toi. Donc, ça a bien lancé ma journée, tu vois. Ça a bien lancé ma journée. Il fait beau, il fait chaud. Ce soir, je vais faire un petit barbecue devant la Coupe du Monde. Finalement, que demander de plus? Mais bon, là, je raconte ma vie. Azad, merci beaucoup Mais avec d'avoir grand été là plaisir. avec moi. Tu as été, tu as été sensationnel. J'ai été une tigre. Tu es un tigre. Tu as été un tigre. Et on se dit à mardi pour le live sur YouTube. Si d'ici là on vous manque, l'article sur Scotty Barnes, sur le Substack, peut-être l'article sur Darren Peterson, Mm. si j'arrive à me motiver. En tout cas, prenez soin de vous et on vous fait plein de bisous. Ciao, ciao. Ciao.